Salut, c'est Léonie. Et lui, c'est mon assistant. Salut! Vous savez désormais lire et décrypter votre compte de résultats, votre PNL, mais comment en tirer des actions concrètes? En effet, le PNL ne doit pas être un état financier simplement établi dans le cadre de vos arrêtés comptables. Le PNL doit être un véritable outil pour piloter la rentabilité de votre entreprise. Tout d'abord, dans quel cadre utiliser le PNL comme outil de pilotage? Théoriquement, le PNL n'est 100% fiable qu'annuellement, quand sont pris en compte les éléments non récurrents. Les éléments exceptionnels, les échéances fiscales, les échéances financières, les variables de rémunération, le BFA, etc. Mais cette contrainte n'est pas insurmontable. Vos équipes financières et comptables peuvent travailler sur un format plus opérationnel de PNL, anticiper et lisser sur une base mensuelle les principaux éléments non récurrents et ainsi construire un compte de résultats offrant chaque mois une lecture, sinon exacte, du moins fiable. Par ailleurs, le PNL exige un arrêté. C'est-à-dire qu'il faut isoler une période comptable, prendre en compte tous les produits et charges imputables à cette période et retraiter ce saisi comptablement sur cette période, mais qui n'y appartiennent pas opérationnellement. Ce travail implique une routine d'arrêté comptable somme toute classique, mais parfois longue, de sorte que vous n'aurez généralement accès à un PNL mensuel qu'à fin de mois, plus à 5-10 jours. Ainsi, piloter le nez dans son PNL est une erreur fréquente. Vous risqueriez de vous concentrer inutilement sur des variations exceptionnelles, des anomalies, etc., qui ne seraient pas significatives. Analyser votre compte de résultats doit donc constituer une prise de recul planifiée réalisée sur une base mensuelle ou trimestrielle avec 4 objectifs principaux que vous devez garder en tête. D'abord, mesurez les grands équilibres de votre activité. Quel est votre niveau de rentabilité? Votre marge sur coût direct couvre-t-elle vos coûts de structure? C'est le premier niveau d'information à tirer de votre PNL et nous l'avons déjà largement abordé lors des chapitres précédents. Cela vous permet de réévaluer votre situation financière, la pérennité de votre activité, vos capacités d'autofinancement et donc éventuellement de réviser vos projets de recrutement, de croissance, d'investissement, etc. Ou enclencher une stratégie de redressement si votre rentabilité est en berne. C'est comme le sport. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Exactement. Et puis, il faut mesurer l'évolution de votre activité. Comment évolue-t-elle par rapport aux exercices précédents? La comparaison à l'exercice N-1 est une première approche. Cela exige que vos exercices soient comparables, c'est-à-dire bien sûr comparer les mêmes périodes pour ne pas être biaisé par une saisonnalité par exemple, mais il faut aussi que votre activité n'ait pas changé de nature et qu'un événement extérieur n'ait pas eu d'impact significatif sur l'année en cours ou sur l'année N-1, ce qui fausserait bien évidemment la comparaison. Cette première comparaison permet de mesurer la croissance, de mesurer l'évolution de la rentabilité au gré de la croissance, de mesurer les progrès réalisés ou à l'inverse, d'identifier certaines dégradations par rapport à ce que vous avez été capable de faire par le passé. Sur une base annuelle, il peut être bénéfique de compléter cette analyse avec une comparaison aux exercices N-2, N-3, etc., à des indicateurs et des tendances sectorielles et macroéconomiques. Cela vous permet en effet d'identifier des dynamiques de long cours ou une sensibilité à la conjoncture sectorielle ou macroéconomique. Faites aussi le point sur vos objectifs. Votre PNL est-il en ligne avec vos prévisions budgétaires? Cela n'a bien sûr de sens que si votre processus budgétaire est fiable. Donc, le premier bénéfice de la comparaison entre le réalisé et le budget est de valider la fiabilité de votre processus budgétaire. Si le réalisé diffère grandement du budget, à quoi est-ce dû? Est-ce lié à un événement extérieur imprévisible ou est-ce lié à une erreur d'analyse lors de vos prévisions? Le budget était-il réellement un budget, à savoir une prévision, ou avait-il un autre objectif, comme par exemple motiver l'interne, séduire un investisseur, etc. Ou est-ce réellement le signe d'une surperformance ou d'une sous-performance interne? Il est essentiel d'évaluer rétrospectivement la qualité de votre prévision budgétaire avant de tirer toute conclusion de la comparaison au budget. C'est comme la météo, quand vous voyez grand soleil, prenez votre impair. C'est exactement comme ça. Si votre budget n'était pas fiable ou qu'un événement non anticipable est survenu, il faut naturellement revoir votre budget pour les échéances suivantes.
Enfin, en cas de sous-performance ou de surperformance par rapport au budget, il convient de l'analyser pour la comprendre, réévaluer vos objectifs en cas de surperformance et mettre en place un plan d'action correctif en cas de sous-performance. Alors identifions les foyers de sous-performance pour enclencher des actions concrètes. Qui dit sous-performance dit comparaison à une performance normale. Mais comment définir qu'un PNL est normal ? Comment définir que le poids d'un poste de dépense est excessif ? Quelle référence utiliser pour cette comparaison ? L'idée est ici de construire un normatif de structure de coût, puis de vous y référer pour ajuster votre propre structure de coût. Alors comment établir ce normatif ? Eh bien, le premier critère est évidemment que le normatif doit reposer sur une rentabilité suffisante pour assurer la pérennité de la société. Voyez long terme. Le deuxième critère est qu'il soit cohérent avec votre position dans la chaîne de valeur. Par exemple, si vous êtes une industrie extractive, naturellement, le poids des achats sera mineur et à l'inverse, les amortissements des coûts des machines et les coûts d'exploration seront lourds. Si vous êtes à l'inverse un assembleur, le poids des achats sera très important et les autres coûts plus modérés. Si vous êtes une société de services, le poids des charges de personnel sera primordial. Le troisième critère est qu'il soit cohérent avec la structure de coût du marché et qu'ainsi il vous permette de construire des prix compétitifs. Seule une différence de modèle économique peut entraîner un écart sensible par rapport à la structure de coût de vos concurrents sans traduire un écart de performance. Par exemple, si vous êtes un fabricant de fenêtres et que vous maîtrisez les savoir-faire et les outils pour produire efficacement les vitres en plus des châssis, eh bien il est probable que vous ayez un poids des achats dans vos coûts sensiblement inférieur à vos concurrents puisque ceux-ci, très majoritairement, achètent le verre auprès d'un spécialiste et que le verre constitue une part majeure du coût de fabrication d'une fenêtre. Vous vous demandez sûrement comment obtenir l'information sur mon marché pour déterminer ce normatif de coût. Eh bien, il y a plusieurs sources d'informations pour tout ça. D'abord, dans la plupart des secteurs, il existe des études de marché qui peuvent être acquises pour un coût souvent raisonnable de 500 à 5000 euros et vous proposent une estimation de la structure de coût des acteurs du marché. Autrement, si vous avez recours à un cabinet de conseil en stratégie, celui vous proposera comme préalable à ces recommandations, une analyse de votre marché et mettra à votre disposition son expérience, son réseau, ses éventuelles expertises sectorielles et sa méthodologie de travail pour non seulement construire un normatif de coût, mais aussi l'analyser et l'adapter à votre structure. Une fois le normatif de coût établi, il faut en effet analyser votre PNL réel en le comparant à ce normatif. De cette comparaison, vous retirerez des axes de travail concrets vous permettant de piloter au mieux votre rentabilité. Ici la capitaine Léonie, pilote de votre vol, direction la rentabilité. Premier enseignement possible de la comparaison, si toutes les charges fixes sont surpondérées, c'est que vous n'avez pas un problème de coût, mais un problème de point mort. Vos ventes ne produisent pas une marge suffisante pour assumer la structure de coûts fixes nécessaire à votre organisation interne. Votre priorité doit alors être le développement des ventes en jouant sur 4 leviers. Augmenter les volumes, c'est-à-dire vendre plus de produits, augmenter le panier moyen de vos commandes, augmenter le nombre de commandes par client, augmenter le nombre de clients, etc. Deuxièmement, évoluer vers un mix plus favorable, c'est-à-dire à volume constant, vendre vos produits les plus rentables en faisant évoluer votre animation commerciale, votre discours marketing, votre parcours client, votre cible client pour augmenter la perception par le client du surcroît de valeur offert par ses produits plus haut de gamme et le consentement du client à consacrer un budget accru à vos produits. Troisièmement, augmenter les prix. Augmenter les prix, évidemment, a un effet direct sur votre structure de coûts. Les coûts de production ne dépendant pas du prix, si vous augmentez de 2 points le prix unitaire, vous augmentez de 2 points la marge unitaire. Mais souvent, augmenter les prix peut jouer à la baisse sur les volumes. Néanmoins, il existe de nombreuses situations offrant une opportunité d'augmenter ces prix. Pour le faire à bon escient, il faut essentiellement acquérir une compréhension fine de plusieurs éléments stratégiques. La conjoncture du secteur qui peut induire un contexte inflationniste, le rapport de force avec les clients qui joue sur votre capacité à répercuter des hausses de prix, la sensibilité au prix de vos clients, le parcours d'achat de vos clients, la question du prix intervenant parfois en aval de la décision d'achat à un moment où le client n'est plus sensible au prix.
Ensuite, augmenter la rentabilité unitaire. Alors, c'est-à-dire qu'il faut baisser les coûts directs. Plusieurs leviers sont possibles à nouveau. Optimiser vos coûts d'achat, optimiser vos consommations de matière en limitant les chutes et les non-qualités, augmenter votre productivité par des évolutions de process, d'organisation ou par des investissements dans l'outil productif. Deuxième enseignement possible de la comparaison, certains postes peuvent être anormalement élevés. Comme vu précédemment, cela peut traduire une différence de business model, mais si ce n'est pas le cas, alors il s'agit d'un foyer de sous-performance. Vos concurrents font la même chose mais plus efficacement que vous. Vous pouvez concentrer votre énergie sur ces points. Ce ne seront pas des efforts vains puisqu'une solution existe chez vos concurrents pour être plus performant sur ce poste. Là encore, il vous faut analyser si cela tient à une différence de choix, de partenaires, de process, d'organisation, d'outils, de compétences ou de pilotage. Bon, finalement, c'est pas sorcier d'utiliser son PNL pour piloter son activité.